Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors avant de commencer la thématique, qui va certainement peut-être en intéresser plus d'un, je voudrais revenir sur la vidéo que j'ai faite sur Asselineau, victime ou coupable. Depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, on a vu des vidéos apparaître sur YouTube, on a vu chacun exprimer son point de vue, on a vu des gens sur les réseaux sociaux expliquer leur point de vue. Au final, on en est où aujourd'hui? On en est que finalement on ne sait pas. On ne sait pas trop quoi penser. Est-ce que Asselineau a été victime finalement d'un putsch? Je pense que oui, c'est certainement ce qui a motivé ces personnes à tout balancer concernant cette affaire. Est-ce que Asselineau a ce petit vice? Eh bien, je n'aurais que ceci à vous dire que personnellement, j'ai du mal à imaginer Asselineau dans ce cadre-là, mais comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, on n'est jamais sûr de rien. C'est-à-dire qu'on croit souvent connaître des personnes, et puis un jour, paf, il vous arrive un événement qui tout d'un coup vous fait prendre conscience que cette personne, vous avez bien trompé, ou vous étiez trompé, vous aviez peut-être pas vu certains détails sur ces personnes qui auraient pu vous mettre la puce à l'oreille. Moi personnellement, Asselineau, je ne le connais pas, je ne suis pas proche, je ne l'ai jamais vu, donc je ne peux pas juger sur la teneur de ses orientations sexuelles. Même si vous pourrez trouver sur Internet un certain nombre de gens qui vous diront et qui vous affirmeront que Asselineau est un bi, on va dire, ou un gay. Je ne vous inviterai pas à aller voir, ou si vous voulez, une vidéo d'Alain Soral où justement il en parle de ses personnalités politiques qui jouent un petit peu le double jeu. C'est Soral, hein, après ça a la valeur que ça a. Ceci dit, de toute façon, moi je pense qu'aujourd'hui on ne peut que attendre voir comment les choses vont évoluer. Les plaintes sont déposées ou vont être déposées, les enquêtes vont être menées. Les enquêtes, l'avantage c'est que, contrairement à ce que j'ai pu lire, c'est pas une question de se mettre la tête dans le sable quand on fait de la judiciarisation d'une affaire. Non, au contraire, la judiciarisation, eh bien, elle va mener à ce qu'on mette les choses sur la table, même les choses les plus intimes. Donc forcément, va y avoir des choses qu'il va falloir éclaircir. D'autant plus, je tiens à ajouter un petit détail que j'avais mis dans mes commentaires, mais je voudrais juste que pour que ça soit bien clair dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est que ce que les fameux dissidents, comme on pourrait les appeler, ont fait, c'est-à-dire publier des documents pour démontrer leur dire, le problème c'est que la fameuse lettre qui incrimine Asselineau, déjà premièrement c'est une manipulation qui est illégale, on n'a pas le droit de se servir de documents intime, privé, pour justifier comme ça sur la place publique les choses. Ces documents, si vous les possédez, vous devez les mettre à la disposition de la justice avec un processus judiciaire, une plainte ou partie civile, quel que soit. Mais à partir du moment où vous diffusez ce genre de documents sont des documents intimes, des documents privés, prennent alors une valeur illégale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les utiliser dans le cadre d'une enquête. C'est-à-dire que dans l'enquête qui va être menée, eh bien ce document-là sera nul et non avenu parce qu'il a été publié illégalement. Ça, c'est un point juridique sur lequel peut-être certains d'entre vous qui sont peut-être juristes pourront peut-être peaufiner ou améliorer la chose. Pour moi, aujourd'hui, comme je vous le dis, on va suivre un peu les événements, rien ne sert de mettre la charrue avant les bœufs. On verra qui a tort ou qui a raison. La seule chose sur laquelle moi je suis convaincu, c'est que l'UPR ne ressortira pas grandi de cette affaire. Je pense que même si Asselineau reçoit le soutien d'une majorité de ses adhérents, je pense que la crédibilité même du parti, là je ne parle pas d'Asselineau, mais du parti, est considérablement entamée du fait que Asselineau, a mis en place un bureau national avec des gens qui finalement, il n'aurait pas dû avoir confiance en eux. Je suis persuadé que les problèmes internes à l'UPR traînent depuis maintenant quelques années, depuis au moins bien plus longtemps qu'on pourrait le croire. Et là encore, la fragilité du parti, cette situation qu'a l'UPR, c'est-à-dire un petit parti qui essaye d'émerger, qui essaye de se faire connaître,
comme je l'ai dit dans ma vidéo, moi je considère qu'une des erreurs stratégiques en matière de communication, c'est que Asselineau a construit l'UPR autour de lui. C'est-à-dire que sans lui, il n'y a plus d'UPR. Et alors, il est légitime dans sa position en tant que président du PR de construire un parti qu'il a fondé. Donc là-dessus, on ne peut pas lui retirer cette légitimité. Mais à partir du moment où, avec le temps, on peut avoir des remontées, et il y a d'ailleurs quelqu'un qui a fait partie qui a travaillé pour l'UPR, qui a expliqué dans 2 vidéos très détaillées les problèmes auxquels il était confronté en matière de développement de communication, dans les stratégies de communication, sur les ciblages, etc. Enfin, tout ce qui fait partie de toutes les stratégies en matière de communication pour sensibiliser les gens, pour essayer de toucher les gens, etc. Apparemment, même cette personne a eu quelques soucis et il a fini par abandonner et il a fini par partir. Donc il y a forcément des problèmes. Il y aura toujours des problèmes d'ailleurs au sein des partis politiques à partir du moment où on fait de la politique avec des idéologies. Développer un parti, avoir des adhérents, construire une structure, une administration, un bureau national, faire des congrès, etc. Il y aura toujours à un moment donné des gens qui vont aller à contresens, alors, pour des raisons justifiées ou non, par ambition, ou même parfois pour s'aborder aussi le parti de l'intérieur. Hein. Je veux dire, tout est possible. Donc en ce qui concerne l'UPR, c'est dommage parce que c'est un parti qui avait une bonne évolution, qui avait un président qui avait quand même un bagage non négligeable, tant sur le plan des connaissances que sur l'expérience. Après, comme je l'ai dit dans mes vidéos, pour moi, il y a un petit problème de charisme, un problème de communication. C'est-à-dire qu'il a une façon de communiquer qui est très technique, peut-être trop technique pour essayer de toucher un maximum de gens, mais voilà, c'est un technocrate, donc il se sert des outils qu'il possède et qu'il maîtrise. Sauf que le problème, c'est que derrière, il y a peut-être des gens qui, en communication, essayaient de lui dire non, essaye de vulgariser un peu les choses, essaye d'être un petit peu temporisé, essaye d'être un peu plus détendu, essaye de faire un petit peu plus des marques d'humour, d'essayer d'avoir des punchlines face à des détracteurs, plus particulièrement quand tu vas dans des émissions où tu sais pertinemment que le journaliste que tu as en face de toi, il est là pour te ridiculiser. Est-ce qu'il a écouté, est-ce qu'il a balayé ces conseils-là d'une main en se prétendant être suffisamment expérimenté pour faire les choses de lui-même? Voilà, je veux dire, il y a des tas de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, mais ça fait partie de la vie de famille d'un parti politique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut laver son linge en famille. Sauf que là, je pense qu'à mon avis, ils ont dépassé la ligne rouge et qu'il y aura forcément des conséquences à terme sur le parti. Si jamais Asselineau est reconnu avoir commis des fautes, pas forcément harcèlement, mais pour d'autres raisons, etc., je pense que l'UPR ne s'en relèvera pas, je pense que l'UPR explosera. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est que ceux qui peut-être ont fait ce coup d'État, croyant pouvoir dégager Asselineau et reprendre le parti à leur profit, vu que je fais partie des gens qui ne connaissent que Asselineau et qui ne connaissent personne d'autre, qui font partie de l'UPR, je ne connais quasiment pas de nom, enfin il y a certains noms maintenant que je vois parce qu'il y a cette affaire qui a ressurgi, mais quand vous avez, comme dans certains autres partis politiques, où vous avez un certain nombre de noms que vous connaissez, que vous alliez, vous alliez chez les En Marche, que vous alliez chez les socialistes, que vous alliez chez le Rassemblement National, que vous alliez chez les Insoumis, il y a quand même un certain nombre de personnalités qui ressortent, qui réussissent à se faire des noms, sans dénaturer la légitimité du chef de parti. Celui qui a été élu ou celui qui s'est fait élire, soit par des adhérents, soit par des primaires, ou etc. Donc, à partir de là, je pense que le problème de l'UPR, c'est que peut-être Asselineau n'a pas voulu déléguer de l'image, n'a pas voulu déléguer de l'emploi, parce que c'est délicat, et d'ailleurs il y a une personne qui avait eu une réflexion relativement juste, qui est que quand vous fondez un parti, vous essayez d'être rassembleur. Et rassembleur de quoi? Eh bien d'un ensemble d'individus qui ont des origines différentes, qui ont des pensées différentes et des idéologies différentes. Alors c'est bien pour constituer un parti hétéroclite, un parti où toutes les idées se valent, mais stratégiquement aussi à l'inverse, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un pôle commun, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte de colonne vertébrale dans un parti pour que tout le monde se rassemble et tout le monde s'unit derrière cette idéologie, derrière ce parti, pour
pour faire vraiment front dans une progression dans le paysage politique et dans les échéances électorales. Or, je pense que malheureusement, ça aussi, il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Enfin, voilà, c'était un petit retour donc sur cette affaire Asselineau. En ce qui me concerne, j'attends de voir l'évolution des choses, j'entends les uns et les autres dire les choses, je fais mon constat moi-même, et ça c'est mon opinion personnelle. Pour ma part, je n'accuse personne, je dis simplement c'est que le procédé qui a été employé est pas très honnête, et plutôt, je dirais même assez pourri, on va dire, au lieu d'essayer de résoudre le problème en interne. Peut-être qu'ils ont essayé de le résoudre en interne et peut-être qu'Asselineau n'a rien voulu savoir et qu'il a continué sur sa lignée et qu'il a peut-être fait même virer des gens parce que ça le dérangeait, etc. Mais ça, je veux dire, au niveau de l'enquête, au niveau des informations, on les connaîtra tôt ou tard. Voilà, la seule chose que je constate, c'est que sur les réseaux sociaux, on a plus souvent des gens qui soutiennent Asselineau que des gens qui le descendent. Souvent, il y a des gens qui le descendent, mais ils le descendent de façon pas très honnête, souvent agressive, souvent violente, souvent barbare, et ça porte pas de crédit. Je veux dire, traiter Asselineau de grosse pute, ou de nazillon, ou nazi Asselineau, j'ai lu aussi, peut-être que ça permet de faire saliver et faire un moment de gloire à des gens sur les réseaux sociaux, mais ça n'apporte absolument rien au débat, et ça ne convainc personne. Ça ne convainc que ceux qui les émettent. Enfin voilà, peut-être qu'on y reviendra sur ce sujet, certainement d'ailleurs. Je vais clôturer sur cette affaire. Le sujet de cette vidéo, c'est Raoul. Le fameux professeur Raoul. Alors, on a tout dit, tout entendu concernant ce professeur et sa fameuse chloroquine. Sauf qu'aujourd'hui, on commence à avoir véritablement une vision globale des choses sur lesquelles viennent se rajouter des témoignages, des enquêtes, des analyses qui tentent encore à démontrer ce que Raoul a fait, mais tout en essayant de canaliser, je dirais, la vision des gens vers un point crucial en écartant une vision plus globale des choses pour comprendre la raison. Historique rapide, on sait que le virus est né en Chine, à Wuhan, sur un marché. Le patient zéro a été identifié a posteriori, pardon, je vais y arriver, mi-novembre comme étant le patient zéro qui est provenant d'un marché. Alors après on a tout parlé de chauves-souris, de pangolins, etc. Pour l'instant on n'a pas véritablement d'éléments tangibles pour dire d'où vient la contamination. On sait que le virus est un virus naturel, on sait que certains disent qu'il y a des éléments du HIV dedans, mais il n'y a aucun signe qui détermine que ce virus est un virus fabriqué, c'est-à-dire un virus génétiquement modifié. J'ai déjà expliqué qu'il est très facile de dire, vous voyez, nous avons les études, nous avons les résultats, c'est un virus naturel. Comme je l'ai déjà expliqué, un virus naturel, vous pouvez l'obtenir d'autres façons, sans manipulation. Ça, je vous renvoie sur la vidéo sur laquelle je parlais de ça. Ensuite, l'historique, on le connaît, c'est qu'il y a eu un début de pandémie qui s'est déclaré Wuhan. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un retard de la part des autorités chinoises d'intervenir parce que les autorités chinoises ont été trompées, en réalité, par le gouverneur de la région qui a voulu essayer de temporiser le truc en essayant de gérer le truc à sa façon, mais finalement, il s'est laissé très rapidement déborder. Si bien que, en fait, fin décembre, début janvier, moi j'avais déjà des informations qu'il se passait quelque chose en Chine. Alors on parlait d'une grippe, on parlait d'une épidémie d'un virus, et puis à un moment on a commencé à parler de coronavirus. Et très rapidement, l'épidémie a commencé à se développer. À cette époque, il y a certaines presses qui en parlaient, mais de façon très, très en surface. Genre le petit encart de 30 secondes collé entre d'autres sujets. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tout d'un coup, les choses se sont précipitées et tout d'un coup, on apprend que le gouvernement chinois décrète la quarantaine sur le Wuhan, sur le Hubei. C'est 55 millions d'individus qui vont être mis en quarantaine. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 55 millions d'individus, en France, vous avez 68 millions. Je crois que la Corée du Sud, c'est à peu près 51 millions. C'est-à-dire que c'est quasiment presque la population d'un pays
qui a été mis en quarantaine. Là déjà, vous dites, il y a un problème. Sauf que, là où dans certains pays on a commencé à réagir, tout le monde dépendait de l'OMS. C'est-à-dire qu'au lieu de partir dans tous les sens, où chacun fait sa version, où chacun gère la situation à ça, il y a un organisme qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé, qui, elle, régit, dirige, informe les États sur quoi faire. Le problème, c'est qu'il y a eu certainement des autorités qui ont commencé à vouloir essayer de temporiser en disant attention, surtout, ne commencez pas à crier au loup parce que économiquement, on est en phase de quelque chose qui va nous péter à la gueule. Qu'on dise que le coronavirus, que la pandémie a été déclarée pour essayer de cacher une crise financière. En effet, peut-être que la crise financière était en train de couver, puisqu'on avait déjà des indices pas très positifs depuis le mois de septembre. Donc, qu'il y ait eu une crise financière au moment où il y a eu la pandémie, que ça a arrangé tout le monde, parce que comme ça a permis aux banques centrales de faire du jackpot, de faire de la planche à billets, et de balancer ça sur les marchés, mais ça n'a pas suffi. Et vous attendez que certainement, une fois que la pandémie sera maintenue et sera gérée et sera, on ne va pas dire terminée, mais qu'on reviendra à une situation plus régulière, je ne vais pas dire normale, mais régulière, vous allez voir toutes les grosses entreprises, les grosses industries qui vont tout simplement présenter un chèque aux banques centrales en disant voilà, on a besoin de tant de milliards. Je rappelle, pour votre information, qu'aux États-Unis, récemment, la semaine dernière, oui, il y a une semaine, je crois, l'État fédéral, par le biais de la Fed, a rajouté 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 billions de dollars sur les marchés en planche à billets. Là, ça commence à faire beaucoup. Et ça ne va pas suffire. Hein. Ça ne va pas suffire pour compenser les pertes économiques d'un grand nombre de secteurs. On reviendra sur la chose. Et donc, l'OMS, je vous reporte sur mes vidéos du mois de janvier et du mois de février, je le dis dans ces vidéos, on n'a pas le droit de parler de pandémie, le mot pandémie semble interdit d'usage. Et puis finalement, mi-mars, enfin l'OMS se décide de déclarer le coronavirus en pandémie. Sauf qu'on avait déjà des foyers de contamination en Europe, aux États-Unis. C'était déjà trop tard. Après, la gestion, on la connaît. D'ailleurs, ils se sont bien arrangés, comme je l'avais prédit, de modifier, de faire des lois de telle manière à ce qu'ils aient l'immunité et ne devront répondre de rien, c'est-à-dire responsable mais pas coupable. Et puis il y a un monsieur qui, je crois que c'était début février ou mi-février, j'ai vu sa vidéo tout à fait par hasard, professeur Raoul, qui commence à parler qu'il y a des tests qui sont effectués en Chine, et ces tests concernent un traitement paludique avec la chloroquine. Et il se trouve qu'en effet, les Chinois ont, par définition, fait des essais cliniques sur différents procédés, sur différents traitements, dont 2 traitements qui sont donc le traitement à la chloroquine et le remdesivir, le fameux remdesivir de Gilead Sciences. Les résultats, donc le professeur Raoul a eu les résultats de ces différents tests, et de là, il en a déterminé qu'il fallait faire un prolongement de recherche au sein de son service sur la possibilité que le chloroquine soit un traitement possible et efficace pour traiter le coronavirus. Quand il a commencé à faire ses traitements, quand il a commencé à faire ses essais, et qu'il a commencé à parler médiatiquement sur Internet de ce traitement, il y a plein de médecins qui lui sont tombés dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce que les premiers tests qu'il a fait, il les a fait, je crois, sur 36 ou 38 personnes, et on va dire qu'il a arrondi les angles. Arrondi les angles, c'est-à-dire que, alors je vous invite, je vous mettrai le lien à aller voir l'analyse faite par Olivier Berruyer dans son site lescrises.fr, où il fait vraiment une analyse très détaillée, où en effet, quand on lit cette analyse, on se dit « Oh putain, Raoul, il se fout de la gueule du monde, il a bidouillé des chiffres, etc., machin et compagnie. » Oui, en effet, on peut dire qu'il a peut-être bidouillé des chiffres, il est peut-être passé au-dessus de certains principes, de certaines règles, etc. Et c'est ce que lui a reproché un certain nombre de spécialistes, un certain nombre de médecins, dont la fameuse Karine Lacombe,
Karine Lacombe qui avait tout à fait raison de dire que Raoul n'avait pas respecté les protocoles. Sauf que tous ceux comme Karine Lacombe qui ont incriminé le travail du professeur Raoul ont fait référence à des protocoles. On a même Roselyne Bachelot, qui a dit une chose tout à fait juste, sur laquelle j'insiste bien, je ne suis pas pro-Roselyne Bachelot, mais là-dessus elle a raison. C'est de dire que si on a installé tous ces protocoles, c'est parce que par le passé, on a eu quand même un certain nombre de crises sanitaires, c'est-à-dire des crises sanitaires dues à des sociétés qui ont passé outre les règles de raison gardée, les règles de précaution, etc., sur le plan médical, pour réduire les temps de test et mettre rapidement leurs produits sur le marché. Produits, brevets, etc. Vous voyez un petit peu la logique. Et donc, quand il y a eu des crises sanitaires, la dernière connue, c'est évidemment l'affaire du Mediator, et à partir de là, il y a eu un renforcement des protocoles pour les tests cliniques, pour des nouveaux traitements. Alors, que Roselyne Bachelot critique le professeur Raoul, que Karine Lacombe critique le professeur Raoul, ils ont finalement raison. Sauf que le problème, c'est que leur argument, c'est de dire il n'a pas respecté les protocoles éthiques d'essais cliniques que nous appliquons normalement à la normale. À la normale. Oui, quand on fait de la recherche, quand on fait des tests, quand on veut tester un médicament, un traitement, un vaccin, dans le temps normal, on a le temps de faire. Même encore aujourd'hui, il y a certains laboratoires qui, des fois, passent un petit peu entre les gouttes pour réduire les temps d'essai et réussir à convaincre les institutions, les responsables politiques, etc., que leur traitement a passé le cap de tous les tests, etc. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes critiquent Raoul parce qu'en effet, il est passé au-dessus des barrières pour tester ce traitement à la chloroquine. Chloroquine, plaquenil en combiné. Sauf que Raoul, quand on lui pose la question, mais est-ce que vous avez respecté ou est-ce que vous êtes passé, etc., lui, il répond que oui, il y a certains résultats sur lesquels nous avons essayé de passer outre, il y a certains protocoles que nous avons pas oblitérés, mais sur lesquels on est passé au-dessus, parce qu'il y a urgence. Le professeur Raoul dit une chose qui est très importante, c'est qu'il dit « moi je suis là pour traiter ». Quand il y a urgence, quand il y a une pandémie, eh bien le professeur Raoul, il a fait ce qu'on appelle, il s'est comporté comme ce qu'on appelle un frondeur. C'est-à-dire que dans une situation d'urgence, pour arriver à un résultat, eh bien il a essayé de passer outre un certain nombre de règles, un certain nombre de normes. Alors éthiquement, évidemment, il n'a pas respecté les règles éthiques et les protocoles. Mais au moins, il a pris le risque, et là j'insiste bien, c'est-à-dire qu'il a pris le risque d'aller en avant, d'aller de l'avant pour tester le traitement, et finalement avoir des résultats qui ensuite lui ont permis de reconfirmer et de refaire d'autres tests sur un échantillon un peu plus large de 300 personnes. Ces tests, pareil, il va falloir bien comprendre une chose, c'est que, vous savez comment ça se passe, on lui a reproché par exemple à Raoul de ne pas avoir fait des tests à l'aveugle. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que sur un panel de 100 personnes, eh bien vous allez prendre 50 personnes à qui vous allez passer ces personnes au traitement, et puis 50 personnes auxquelles vous allez faire un placebo. En sachant que, les personnes ne sont absolument pas informées s'ils sont traités avec le traitement ou avec un placebo, logique, que normalement ces 100 personnes doivent être représentatives de différentes pathologies, au mieux, donc c'est des différences d'âge, c'est des différences de pathologie, c'est à la fois des gens en bonne santé, des gens qui ont des antécédents médicaux, des gens qui ont peut-être une maladie spécifique, etc. Donc on va essayer de construire un panel pour voir les résultats.
Et puis voilà, c'est comment ces tests sont là. D'ailleurs, on va bientôt avoir les résultats du fameux test Discovery, qui, je rappelle, au bout de 2-3 jours, parce qu'à l'origine, le traitement chloroquine n'était pas admis dans ce test clinique, a finalement été intégré parce que ça fait un tel tollé sur Internet qu'à un moment donné, les responsables ont dit « Ok, bon, en plus de ça, ça nous donnera en effet peut-être de la source d'argument si jamais les résultats ne sont pas très probants, les résultats encore nés supplémentaires pour dire voilà, le traitement de Raoul est bien gentil, Raoul, mais finalement son traitement n'est pas si efficace que ça. » Et donc vous faites ce test sur un ensemble de personnes, et puis après, vous voyez ce qui se passe. Sauf que le problème, c'est que plus vous prenez un échantillon large, plus la complexité des pathologies va rentrer en ligne de compte. Et je dirais même plus loin, c'est que si vous faites un test clinique sur 100 personnes, en ayant toutes les caractéristiques des 100 personnes, et que vous refaites un autre test avec d'autres personnes, mais en essayant de reprendre exactement les mêmes caractéristiques pour chacune des personnes, eh bien, il y a de fortes chances que le résultat que vous avez eu dans la première session va y avoir des légères différences avec la deuxième session. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit au départ, tout dépend des pathologies. C'est-à-dire que sur 10 patients qui ont exactement le même âge, la même condition de vie, la même condition physique, voire peut-être les mêmes problèmes de santé, diabète, cholestérol, eh bien, si vous traitez ces 10 personnes, eh bien, il y a de fortes chances qu'au moins sur les 10 personnes, il y en ait 5 qui vont avoir des comportements différents par rapport au traitement. Voire même, peut-être les 10 vont avoir des comportements différents. Ce qui va déterminer le succès d'un traitement, c'est évidemment quand on obtient des résultats très probants, c'est-à-dire des résultats qui vont de la 70 à 80%, par exemple. C'est ce que le professeur Raoul, dans ses tests cliniques, explique. C'est-à-dire que moi, mes tests que j'ai faits avec la chloroquine, j'ai 75% de réussite, etc. Sachez bien qu'un traitement n'est jamais efficace à 100%. Pourquoi ? Parce que dans les traitements, eh bien, même si vous faites des essais cliniques, il y aura toujours des pathologies, comme je vous l'ai expliqué avec les 10 personnes, des pathologies qui, à un moment donné, vont avoir une mauvaise réception du traitement, il va y avoir un rejet du traitement pour X raisons. D'ailleurs, je suis persuadé, je vous invite à faire l'expérience, allez dans votre pharmacie, allez chercher un médicament, alors en dehors des médicaments courants, genre aspirine, etc. Prenez un médicament, ouvrez la boîte, prenez la notice et lisez la notice. Et vous allez vous rendre compte que dans les prescriptions sur les recommandations et les effets secondaires, eh bien, vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être que votre médecin, il vous a loupé sur une condition ou sur un effet secondaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que les médecins, quand ils prescrivent un traitement, vous imaginez la liste inimaginable de médicaments qui existent. Vous croyez que les médecins connaissent tous les effets secondaires, toutes les pathologies non recommandées à l'usage de ce médicament ? Non. En général, ils essaient de traiter la majorité partie des gens avec des traitements classiques. Et c'est pour cette raison que souvent un médecin vous dit, voilà, je vous donne tel traitement, au bout d'un jour ou 2 jours, si jamais vous sentez quelque chose, n'hésitez pas à me contacter pour me donner vos symptômes et qu'on réadapte le traitement. Mais il n'y a jamais de traitement qui a un taux de réussite à 100%. Parce que nous sommes tous différents. Parce que même il suffit que une légère différence de taux de globules blancs, globules rouges dans votre sang va donner peut-être l'impression que finalement le traitement va très bien marcher sur Pierre, mais ne va pas marcher sur Paul, alors qu'ils ont exactement les mêmes pathologies, le même âge, la même condition physique, etc. Mais vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la médecine n'est pas une science exacte, parce qu'elle dépend énormément de la spécificité de chacun d'entre nous dans notre physique, dans notre santé, dans notre corps, dans une multitude de paramètres que individuellement, il est très difficile de prendre en considération quand on développe des traitements. Donc on est obligé de travailler sur de la généralité, sur des résultats qui donnent, je dirais, une vision plutôt positive de la réussite, du potentiel d'un traitement. Et donc le professeur Raoul, évidemment, lui, a fait ses tests. En plus de ça, il faut savoir qu'il y a certains médecins en France
qui ont utilisé la chloroquine, qu'il y a certains hôpitaux où ils ont utilisé la chloroquine, que dans d'autres pays ils ont utilisé la chloroquine, que la chloroquine a été utilisée et qui était en train d'ailleurs d'être utilisée en Afrique. Hein. Vous vous souvenez de tous ces gens qui disent attention, l'Afrique, quand le virus va arriver en Afrique, ça va être une boucherie, ça va être un carnage. Pour l'instant, le carnage, on l'attend. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme le dit le professeur Raoul, et comme le disent beaucoup d'autres, c'est que ces pays sont des pays pauvres, ils n'ont pas les moyens de se payer des traitements à 400 ou 800 euros, donc ils prennent ce qu'il y a de moins cher et ils testent. Ils testent et pour l'instant, on a des taux de mortalité qui restent relativement raisonnables et qui ne sont pas catastrophiques dans l'état de la situation. Alors, pour l'instant, on est encore dans l'évolution de la pandémie, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ça soit une hécatombe absolue dans les pays africains. Donc la chloroquine, elle a quand même un aspect positif, c'est-à-dire qu'elle fonctionne. Alors après, en effet, vous avez des gens qui ont dit oui, mais vous rendez-vous compte les conséquences, rendez-vous compte des séquelles que ça peut provoquer, etc. Et là, le professeur Raoul a répondu, la chloroquine, c'est pas un médicament qui est sorti il y a 6 mois. C'est quand même une molécule qui existe depuis plus de 70 ans, et depuis 70 ans, on a quand même maintenant une vision relativement large des différentes conséquences de l'usage de ce médicament sur certaines pathologies. Et on peut réagir, parce qu'on a des protocoles, en cas de difficulté, en cas d'effets secondaires, etc. Donc on a vraiment un produit qui est carré, en effet peut-être qu'il y a un potentiel dangereux pour certaines pathologies, mais qui est carré. Évidemment, ce produit coûte rien. 4 € la dose, je crois, 25 € le traitement par mois. Même aux États-Unis, j'ai regardé, en 2015, on estimait que le coût moyen de l'usage de la chloroquine sous différents aspects, le coût moyen, c'était 25 $ par mois. C'est-à-dire que la dose était à 3,50 $ ou 3,99 $, je ne sais plus exactement le prix, mais enfin, ridicule. Un prix conséquemment ridicule par rapport au prix des traitements qui sont en général adoptés et pratiqués dans les systèmes de santé, surtout aux États-Unis. Et je vais revenir maintenant au Remdesivir. Le fameux Remdesivir, dont d'ailleurs j'avais déjà annoncé début mars de faire attention que c'est un nom qu'il va falloir retenir. Aujourd'hui, voilà, le Remdesivir, c'est un produit qui était en phase de test au moment où la pandémie est arrivée. Donc ils ont profité de la pandémie pour demander aux Chinois de tester le Remdesivir. Et donc les essais cliniques ont été faits en Chine, ont été faits donc avec le chloroquine et le Remdesivir. Si la chloroquine a donné des résultats satisfaisants, qui a motivé le professeur Raoul à poursuivre cette voie, en revanche, le Remdesivir a été considéré comme étant peu probant, peu efficace, avec des résultats extrêmement évasifs, pour pouvoir permettre de dire que ce médicament peut éventuellement, ce traitement peut éventuellement servir à guérir ou à traiter du coronavirus. En même temps, aux États-Unis, les tests, pareils, n'ont pas donné des résultats très probants, si bien que les essais cliniques ont été arrêtés. Sauf que, paf, la pandémie tombe, déclaration de l'OMS. Aux États-Unis, pression, lobbying pour reprendre les essais cliniques concernant le Remdesivir. Ils ont fait donc des essais cliniques et on a eu, il y a quelques 2-3 semaines, je crois, maintenant, le rapport qui a été envoyé à l'OMS, ce rapport a fuité. Et ce rapport fuitant, alors c'est un document qui est très technique, mais il y a une partie où, par exemple, ils expliquent que le taux de mortalité entre les gens testés avec placebo et les gens testés avec le Remdesivir était de l'ordre de 13 et 14%. C'est-à-dire que le Remdesivir n'arrive même pas à faire mieux que des gens qui ont été traités avec des placebos. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas négatifs, mais n'autorisent pas de dire que le Remdesivir est un produit efficace pour traiter le coronavirus. Et c'est à partir de là que les choses commencent à merder, parce que là où Gilead Sciences espérait pouvoir réussir à mettre au point le Remdesivir en temps et en heure, finalement, le produit n'est pas dissuasif, le produit n'est pas au point.
Mais que cela ne tienne, la semaine dernière, toujours le travail lobbying de Washington qui est complètement vérolé par toutes ces influences notoires et qui va tuer finalement un jour ou l'autre le pays, les Américains par la même occasion, c'est qu'ils ont réussi à dissuader la FDA, qui est la Food and Drug Administration, c'est une sorte d'organisme qui valide et donne les autorisations pour l'exploitation, la commercialisation, etc. Ils ont validé l'usage du remdesivir, sous la responsabilité de qui, on ne sait pas, mais les médecins peuvent prescrire le remdesivir, même si aujourd'hui, ce produit, je le répète, n'a pas été concluant au niveau des essais cliniques. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait Gilead Sciences? Gilead Sciences, c'est simple, ils ont verrouillé le marché. C'est-à-dire, avant même que leur produit n'ait démontré de l'efficacité, ils ont déjà fait en sorte qu'au niveau de Washington, ils aient verrouillé le marché du traitement du coronavirus, du Covid-19. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain un laboratoire tout d'un coup lève le doigt en disant ça y est, nous on a des essais cliniques avec un tel produit, on y est à 80% de taux de réussite, etc., ils l'ont dans l'os. Pourquoi? Parce que Gilead Sciences a posé ses jalons sur le marché américain et a tout verrouillé. Et qu'est-ce qui est en train de se passer à l'Europe? Parce que ça, personne n'en parle. À Bruxelles, vous avez actuellement le lobbying de Gilead Sciences, ou tout du moins des actionnaires, qui sont en train d'essayer de faire pression pour que le remdesivir soit une option d'usage à terme, et que le professeur Raoul et sa chloroquine dégagent. Alors, après, évidemment, il y a des gens qui vont peut-être pas d'accord ou d'accord avec cette vision de la chose. Je répète, je ne prends pas parti pour le professeur Raoul, je donne simplement une évolution des faits. Moi, je pose simplement des questions. Si le professeur Raoul était un charlatan, comme on le fait passer, pourquoi l'ordre des médecins n'est pas intervenu plus rapidement? Pourquoi des organismes d'État ne lui ont-ils pas réclamé des comptes du fait qu'il n'ait pas respecté les protocoles éthiques des essais cliniques? Et aujourd'hui, pourquoi le professeur Raoul continue-t-il à professer, alors que si on considère que c'est un charlatan, si on considère qu'il est dangereux, dans ce cas-là, on lui retire son statut et sa fonction, puisqu'il travaille sous la responsabilité de charges publiques. Alors après, on va dire, oui, mais vu la notoriété qu'il a aujourd'hui, si jamais on le dégage, c'est la preuve que machin, etc. Non, dans ce cas-là, si on est dans la raison de considérer que Raoul fait quelque chose de dangereux, qui n'a pas respecté les codes éthiques, les protocoles, les essais cliniques, etc., il est fautif. S'il est fautif grave, il dégage. Or, pourquoi on ne fait rien? On l'a menacé, oui, on l'a menacé d'une procédure auprès de l'ordre des médecins. On l'attend. Parce que les ordres des médecins, ils se disent, ouais, mais on a quand même pas mal de médecins qui vont utiliser la chloroquine. L'usage de la chloroquine du traitement de M. Raoul a été reconnu par l'ARS des Alpes-Maritimes. C'est Alpes-Maritimes, je crois. Marseille. Ou c'est le... Oh, j'ai perdu ma géographie, enfin, vous saurez rectifier, hein. Donc c'est l'ARS régionale. Après, évidemment, il y a aussi le problème des certaines relations qu'il a eues avec certaines personnes, que ce soit au sein de l'ARS ou au sein de l'INSERM. Alors on sait que Raoul et le mari de Agnès Buzyn, dont le nom m'échappe, ils ont été en conflit pendant un certain temps, donc ça peut expliquer aussi le fait que l'INSERM, qui est plus ou moins maqué aussi avec les laboratoires privés, ait commencé à lui mettre des bâtons dans les roues sur le plan de la communication pour essayer de le faire passer pour un charlatan. Donc il y a du conflit d'intérêts, évidemment. C'est évident, c'est flagrant que Raoul dérange. Alors attention, je ne dis pas que Raoul a totalement raison avec son traitement. Hein, l'avenir nous le dira, comme d'ailleurs lui-même le dit. Il dit, vous verrez, les chiffres parleront d'eux-mêmes. On attend les chiffres et on verra de quoi il en retourne. On verra combien de personnes ont été guéries grâce au traitement
avec la chloroquine, combien de gens ont été guéris sans traitement, combien de gens sont morts alors qu'ils auraient pu être traités. Parce que c'est là le problème qui va se poser. C'est que si jamais les chiffres démontrent que le traitement de Raoul a eu un taux de satisfaction, un taux de réussite relativement élevé, quand je dis élevé, c'est 60, même 55%, plus de la moitié, et bien dans ce cas-là, je peux vous dire qu'il y a des familles dont les proches sont décédés du Covid en dehors, je dis bien en dehors des pathologies déjà fragilisées par certaines maladies, et bien ces gens-là vont se poser la question, si le traitement de Raoul fonctionne, pourquoi il n'a pas été traité? Pourquoi a-t-on refusé d'essayer de tenter quelque chose? C'est d'ailleurs ce qu'a dit très justement Bernard Tapie. Lui qui est malade, il a accepté un traitement non reconnu, un traitement non confirmé, pour essayer de trouver une issue pour se soigner. Donc il y a un juste compromis, c'est que vous avez des traitements qui sont officiels, ok, mais quand vous êtes dans une situation d'urgence, la science elle évolue, la science elle continue à chercher. Sauf qu'il y a un moment donné, on ne peut pas se contenter, quand on est dans l'urgence d'une pandémie, de dire ah ben non, attendez, on a des laboratoires qui sont en train de faire des essais cliniques selon des protocoles, ça peut durer de 5, 6, voire à 1 an. Allez expliquer aux gens dont le fils, la fille, la mère, le mari, etc. sont malades, vont atteindre un stade d'insuffisance respiratoire, mais on leur dit, non, on ne peut pas le traiter parce que les traitements actuellement, on est obligé de suivre les protocoles. Comme je le dis souvent, la science, elle a aussi évolué parce que des gens, à un moment donné, ont été courageux, ont pris des risques. Alors des risques, en effet, il y a des fois ça passe, et des fois ça casse. Si ça casse, dans ce cas-là, ces gens-là, en général, assument leurs responsabilités. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui explose aux yeux des gens? C'est qu'il y a des conflits d'intérêts, qu'il y a du capitalisme, de l'ultralibéralisme qui est entré aussi dans la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ne font pas de la santé pour soigner, ils font de la santé pour gagner de l'argent, pour faire du profit. C'est ce qu'explique un certain nombre de gens, c'est-à-dire qu'on a vu des experts passer à la télévision, mais ces experts, ce sont des technocrates. Ce sont des gens, ces gens-là, c'est quand la dernière fois qu'ils ont vu un patient? C'est quand la dernière fois qu'ils ont pratiqué? Professeur Raoul, il le dit, lui c'est un praticien, un chercheur praticien. C'est-à-dire qu'il est proche des patients, il observe les patients, il suit les patients. Il n'est pas dans un labo en train d'essayer de trouver un truc, machin, et qu'après c'est d'autres qui font les tests, et puis d'autres, des subalternes, etc., qui s'occupent de faire les tests cliniques, etc. Et que finalement, vous avez des gens dans les labos, il y en a même des fois que c'est des technocrates, c'est-à-dire que les mecs, ils ne font rien. Ils ne font que écrire des rapports avec des résultats que d'autres, des sous-fifres, on va dire, font. Moi, je sais l'expérience, j'ai 2 personnes que je connais qui sont des chercheurs, biologistes, et ils me le disent. Ils me disent, aujourd'hui, tout ce qu'on trouve, il y a les 2/3 de nos recherches qui sont déclarées en brevet, et c'est tout. C'est-à-dire que ce qu'ils trouvent n'est pas, il n'y a pas de prolongement pour essayer de faire des tests ou essayer de faire des combinaisons pour essayer de trouver des traitements, etc. Eux-mêmes sont dégoûtés. Mais voilà, ils sont comme beaucoup de gens, ils aiment leur métier, et puis ils travaillent dans une société où ils sont plus ou moins bien payés. Mais la politique de ces entreprises, la politique de ces labos, c'est ça. Il y a plus de la moitié des souches qu'ils découvrent, des molécules qu'ils découvrent, des traitements potentiels qu'ils mettent au point, qui finissent en brevet dans les tiroirs. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir qu'aujourd'hui, c'est le brevet qui est cherché. C'est pas le traitement ni le vaccin. C'est la course. Pourquoi est-ce que, comme je vous l'ai dit, pourquoi est-ce que Gilead alors verrouille le marché américain? C'est parce qu'ils veulent préserver. C'est-à-dire que là, on en est réduit à un niveau d'anticipation. C'est-à-dire, on n'a pas encore trouvé le traitement, mais par contre, comme on veut garder le monopole, on fait ouvrage de nos influences, de notre lobbying, de nos leviers sur les politiciens, sur l'administration américaine, pour réussir à verrouiller le marché. Voilà.
Et ça, c'est pas que dans le domaine des laboratoires, des laboratoires pharmaceutiques, etc. Vous avez beaucoup de domaines, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir même un produit qui marche, de qualité, testé, vérifié, eh bien, vous avez des entreprises qui verrouillent les marchés. C'est-à-dire que personne d'autre n'a le droit de trouver autre chose, voire même mieux, parce que voilà, c'est tous les pans économiques. Donc voilà, je veux dire, le problème de Raoul, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un, comme il y en a très peu maintenant aujourd'hui, comme il y en a eu dans le passé, c'est-à-dire qui se sont donné la liberté finalement de ne pas respecter les règles pour aller dans l'urgence. C'est comme un pompier qui, normalement les pompiers respectent un certain nombre de protocoles quand il y a un incendie. Sauf que quand ils se rendent compte qu'il y a peut-être une personne qui est restée coincée, qui est bloquée quelque part, et bien dans ces cas-là, les protocoles, voilà, on improvise. On improvise et on essaie de résoudre le problème, on essaie de sauver une vie. Même si, malheureusement, des fois, on peut risquer la sienne. On dit souvent d'ailleurs dans la sécurité que la priorité des priorités, c'est votre sécurité. C'est pas celle de la victime. Si vous avez un certain nombre d'éléments qui vous permettent que votre sécurité est garantie, dans ce cas-là, vous pouvez intervenir. Mais s'il y a danger, s'il y a péril en la demeure, voilà, c'est la sécurité avant tout de chacun, avant la sécurité des autres. Ce qui est différent aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous avez des fois des gens qui se prennent un peu pour des héros. Donc, moi, j'ai vu des fois des pompiers mais faire des trucs. Mais je vous garantis, les pompiers de Paris, s'il y en a parmi vous, vous crieriez au scandale, parce qu'ils font des trucs, mais ils font des trucs parce qu'ils sont voilà, dans cet esprit, oui, je vais sauver les gens, je vais sauver les gens. Ouais, mais pour sauver les gens, tu fais des conneries, des trucs complètement irresponsables. Je reviens à l'infantilisation finalement du peuple américain, et malheureusement on le voit dans beaucoup de secteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça, je veux dire, il y a des vrais professionnels, des vrais pompiers qui sont vraiment des mecs de valeur, avec des principes, qui respectent des règles, etc. Mais malheureusement, oui, il y a aussi des gens qui ne devraient jamais porter un uniforme de pompier. Donc tout ça pour dire que Raoul, c'est un frondeur. Raoul, c'est un mec qui a eu les couilles, excusez-moi l'expression, de braver les interdits pour essayer d'obtenir quelque chose, essayer d'obtenir un traitement qui puisse fonctionner, au mépris évidemment de certaines règles. Alors évidemment, la question éthique, elle se pose. S'il y a des règles, c'est pour les respecter. S'il y a des gens qui ne respectent pas les règles, dans ce cas-là, à quoi elles servent? Mais encore une fois de plus, tout dépend du contexte, tout dépend de la situation. Et je vous mets au défi, chacun d'entre vous, finalement, dans vos métiers. Vos métiers sont régis par des règles, par des procédures précises, par des règlements intérieurs. Je mets au défi chacun d'entre vous de me dire qu'il respecte scrupuleusement toutes les règles. Non. Il y a des fois certaines règles que même des fois par ignorance. Parce qu'il y a aussi le problème dans les entreprises, où là où vous travaillez, il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène de mœurs. Le phénomène de mœurs, c'est-à-dire ce sont des pratiques qui se sont installées par souplesse de la part des responsables, de la part de la hiérarchie, mais qui au final sont en total désaccord avec une réglementation ou une loi, ou une règle. Hein. J'avais déjà pris un exemple, on va dire, de ce fait, qui est, par exemple, l'usage du téléphone de l'entreprise pour appeler un membre de votre famille, un truc comme ça. Mais ça, normalement, c'est pas légal. C'est pas autorisé. C'est du vol. C'est-à-dire que vous volez du temps de communication payé, que l'entreprise paye, à des fins personnelles. Aujourd'hui, le problème, c'est un peu résolu, puisque vous avez un portable. Bon. Mais fut un temps, ou même encore aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui, pour éviter d'utiliser trop quand ils ont des portables avec du temps limité, ils utilisent le téléphone de l'entreprise pour appeler leurs gamins, leur mari, leur femme, leur mère, leurs parents, etc. Mais malheureusement, c'est une souplesse qui a été laissée aller et qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui croient que c'est un droit, alors qu'en réalité, non, c'est pas un droit. Et concernant Raoul, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que la circonstance, la situation, le contexte
fait que, eh ben, il a enfreint les règles. Mais il les enfreint dans la mesure où c'est dans une situation de pandémie, dans une situation d'urgence, pour guérir des gens, pour essayer de guérir des gens. Et ça, malheureusement, c'est le genre de choses, c'est le genre de vision, de perception de la chose qui n'est pas exprimée dans les médias. C'est une des raisons pour lesquelles certains médecins, d'ailleurs, se sont mis du côté de la critique, parce qu'en tant que médecin, ils ne peuvent pas se permettre de dire « bah oui, Raoul, c'est bon, il a raison de ne pas respecter les règles, parce qu'il faut soigner les gens ». Parce qu'eux aussi, alors, dans ce cas-là, ils s'exposent à légitimer de ne pas respecter les règles. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins, surtout des médecins très médiatiques, genre, je pense à Michel Sims, par exemple. Lui, Michel Sims, ne peut pas se permettre de dire « bah oui, bah Raoul, il a raison d'avoir pas respecté les protocoles, etc. » parce qu'il y a urgence, donc il faut aller vite pour trouver quelque chose. Donc ça, évidemment, il ne pouvait pas le faire, il ne pouvait pas le dire. Donc la mesure aujourd'hui, c'est de savoir qui est en mesure de décider à quel moment on a le droit d'enfreindre les règles ou non. Et ça, évidemment, bah, y a un flou total. C'est-à-dire que là, il y a absence complète de structure, c'est-à-dire qu'on est soit dans la technocratie, dans la bureaucratie, dans le respect scrupuleux des règles, même si respecter scrupuleusement les règles, c'est perdre du temps pour agir sur quelque chose. C'est pour ça qu'en règle générale, vous avez beaucoup de professionnels de terrain qui vous disent voilà ce qu'il faut respecter. Par contre, si vous sentez que vous pouvez interagir, que vous pouvez maîtriser une situation, vous pouvez le faire, mais dans ce cas-là, il faut en assumer les conséquences. Ils sont très très rares à le dire, parce qu'officiellement, ils sont obligés de vous former, de vous expliquer, de vous conditionner au respect scrupuleux des règles. Mais il y a des fois des situations où les règles, voilà. Bon, après, tout dépend encore une fois de plus du degré de situation lorsque vous êtes dans une situation critique. Parce qu'après, évidemment, il y a des gens qui ne comprennent pas trop qu'il ne faut pas confondre l'urgence critique et le quotidien et l'habituel. En temps normal, vous devez respecter les règles. Point. C'est pas parce que... moi, je vous donne cet exemple très flagrant et qui est souvent utilisé, c'est que dans les établissements recevant du public, pour l'intérêt commercial, eh bien, il y a des fois des prises de décision qui vont à l'encontre des règles de sécurité. Tout bonnement. Ça rejoint un petit peu le problème, et là on en revient évidemment toujours au problème économique finalement, c'est-à-dire l'argent, le profit. Ce qui rejoint d'ailleurs un petit peu le problème de Notre-Dame, puisqu'apparemment Notre-Dame a été victime de ce problème, c'est-à-dire qu'au lieu de garder 2 personnes de permanence sur site, ils ont réduit, voulant faire des économies, ils ont supprimé une personne, donc il y a une personne qui était de permanence, et ce jour-là, il s'est trouvé que c'était une personne qui a été formée 4 heures, je crois, 2 fois 2 heures, sauf que Notre-Dame, c'est quand même pas un établissement recevant du public, c'est pas n'importe quel établissement, je veux dire, c'est quand même une cathédrale avec des corridors, avec des couloirs, des escaliers partout, etc. Avec en plus des systèmes de détection qui ont été décidés à la mesure de ne pas nuire à la qualité et à l'authenticité du patrimoine. Donc on a mis la double sécurité, c'est-à-dire une sécurité matérielle avec des détecteurs, etc., mais aussi avec une présence, c'est-à-dire un tour de garde, comme on dit en général, sauf que tout ça n'a pas été trop respecté, que finalement la personne qui n'était pas formée et apparemment pas forcément expérimentée, pas suffisamment expérimentée pour interpréter les alarmes auxquelles il a été soumis, et ils ont perdu 50 minutes, enfin 45 ou 50 minutes avant que les pompiers interviennent, trop tard. Et là encore une fois de plus, c'est cette raison-là, c'est la raison économique, c'est-à-dire on enfreint les règles pour la raison économique, alors que quand on enfreint les règles, quand il y a urgence, quand il y a un péril en la demeure, là tout d'un coup tout le monde vous tombe dessus parce que vous n'avez pas respecté les règles, etc. Alors qu'ils sont les premiers à ne pas respecter un certain nombre de règles dans l'intérêt budgétaire. Donc
voilà, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, pour reprendre cette expression. C'est qu'à un moment donné, ces gens-là, il faut remettre en question les protocoles, il faut remettre en question aussi toute la bureaucratie, la technocratie au niveau de la santé, et surtout au niveau de la santé interne, au niveau de l'OMS. Parce que l'OMS aussi a attendu trop longtemps pour déclarer la pandémie. Tous les éléments étaient là pour que ça soit une pandémie, et eux, ils ont attendu le dernier moment. Je crois qu'ils ont déclaré la pandémie le 14 ou le 15 mars. Puisque le 16 mars, le gouvernement français a déclaré, a commencé à faire a commencé à agir, mais trop tard, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus le matériel, qu'ils n'avaient pas le matériel, qu'ils n'avaient pas les structures, etc. Donc ils ont confiné tout le monde. Mais ça, bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo quand les choses vont commencer à remonter un petit peu à la surface. Mais du coup, donc, le professeur Raoult, aujourd'hui, continue à déranger. Continue à déranger parce que non seulement il a été un des premiers à parler de la chloroquine, à parler du traitement, qui a incité des médecins à tester le traitement, et que le traitement a eu de plutôt positifs issus sur un certain nombre de patients que d'autres pays l'ont utilisé. Même aux États-Unis, vous avez dans certains États des médecins qui ont utilisé la chloroquine contre l'avis d'un certain nombre de politiciens qui ont voulu et aujourd'hui continuent à vouloir faire interdire l'usage de la chloroquine. Et je vous le donne en mille, vous croyez que c'est des républicains? Non, c'est des démocrates. C'est des démocrates qui ont interagi contre la chloroquine. Et pour terminer, il est évident qu'il y a une chaîne de télévision qui a été vraiment en première position pour essayer de dénigrer le travail de Raoult, c'est BFM TV. Eh bien, sachez que BFM TV appartient à un monsieur, je crois que c'est Draghi, ou je ne me souviens plus de son nom, j'ai vraiment un problème avec les noms en ce moment. Et il se trouve que BFM TV appartient donc à un groupe qui s'appelle Altis. C'est Altis, c'est ça. Voilà, Altis, voici les différents partenaires qui ont des billes dans ce groupe-là, et vous remarquerez deux groupes, ici, qu'on retrouve en tant qu'actionnaire du groupe Gilead. Vous les voyez là? Ouais. Donc vous comprenez maintenant pourquoi BFM a tout intérêt à démolir Raoult. Et puis BFM va certainement vous dire « ça y est, édition spéciale, ça y est, il y a un traitement qui fonctionne, il vient des États-Unis. Est-ce qu'ils oseront dire que c'est Gilead Science ?» Parce que maintenant sur Internet, il y a quand même pas mal de gens qui ont fait le lien entre Gilead Science et BFM TV, comme je viens de vous le montrer. Donc à partir de là, BFM TV, ils sont un petit peu quand même dans la merde, parce que ça veut dire qu'ils sont complices. Ils sont complices de faire la promotion d'un laboratoire qui ne cherche que le profit, qui ne cherche que le monopole. Maintenant, en ce qui concerne le prix de ce fameux traitement du remdesivir, j'ai vu différentes versions. Alors j'ai vu une version... Il semblerait que le Discovery est en train de tester un combiné qui coûterait au bas mot 800 ou 900 euros, la dose ou la boîte, je crois que c'est la boîte. Et par contre, le remdesivir, alors le remdesivir, j'ai entendu que ça serait presque 4000 $ la dose. 4000 $ la dose, imaginez, 4000 $ la dose. Alors je ne sais pas, si vous avez d'autres informations, si vous avez d'autres sources sur le prix du remdesivir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour peaufiner un petit peu cette information et informer tout le monde sur le coût de ce traitement. Mais il sera certainement et très clairement beaucoup plus élevé que le traitement à la chloroquine, qui, je le rappelle, en moyenne, que ce soit un peu partout, ne coûtera pas plus de 50 $ ou 50 euros. Donc là, on est vraiment sur des échelles complètement différentes. Que dire de plus? Que puis-je dire de plus sur le professeur Raoult? Que j'espère que son traitement est à la hauteur de ses dires, de ses tests. Alors évidemment, peut-être que certains d'entre vous ont des éléments plus scientifiques, plus techniques, pour démontrer que finalement Raoult est bien un charlatan. Oui, n'hésitez pas, mettez les liens, mettez les sources, mais attention, mettez des sources concrètes, des sources sérieuses.
Comme là je vous ai dit, hein, si vous voulez être critique envers Raoul, vous allez sur le site de Olivier Berruyer, lescrises.fr, et là vous verrez que l'analyse, en effet, fâcheuse tendance à complètement démolir le professeur Raoul, mais le démolit sur sa méthodologie, mais ne remet pas en question l'efficacité possible de la chloroquine pour traiter le Covid-19. Que dire de plus? Je pense que je vous ai tout dit concernant cette vidéo sur le professeur Raoul. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations, peut-être que vous ignoriez, ou peut-être que vous n'aviez pas. Le fait est, c'est que la guerre du traitement, voire même la guerre du vaccin, fait rage. Je crois qu'on a aussi, on a eu des résultats apparemment qui provenaient de Suisse, apparemment sur un traitement. On a aussi Israël, qui a aussi annoncé qu'ils étaient en bonne voie pour trouver un traitement. Donc vous voyez, on est vraiment à l'échelle internationale sur une guerre fratricide à celui qui va trouver le traitement ou le vaccin, parce qu'évidemment ça va être un marché mondial colossal, sur lequel évidemment beaucoup de groupes financiers sur les marchés, etc., sont en train de regarder toutes les statistiques, tous les rapports pour savoir sur qui va falloir miser, sur qui va falloir investir, qu'est-ce qu'il va falloir acheter, est-ce qu'il faut acheter des groupes, est-ce qu'il faut acheter telle action ou telle obligation sur tel ou tel lien avec tel ou tel groupe financier qui possède des billes ou des parts sur tel ou tel groupe qui possède des parts lui-même sur Gilead Science ou je ne sais quelle autre société. On parle aussi de Big Pharma, hein, qui eux aussi, bon, ils sont un petit peu à la ramasse, mais eux aussi sont à la compétition pour essayer de trouver ce qui va faire beaucoup de pépettes, comme dirait l'autre. Donc, que puis-je vous dire de plus, si ce n'est suivre un peu l'évolution des choses? Je ne prétends pas et ne dis pas que le professeur Raoul a entièrement raison, et il faut le soutenir un maximum, parce que, je le répète, il a fait usage de méthodologies très contestables, mais il les a fait dans l'urgence, et que là, après, c'est une question de perception, c'est-à-dire une question de compréhension et d'assimilation sur le fait, est-ce que l'on peut s'absoudre de respecter des règles dans un cadre et un contexte d'urgence, ou est-ce qu'au contraire, on doit scrupuleusement rester dans les règles, quitte à sacrifier des vies? Ça, c'est la question qu'il faut poser. C'est-à-dire que là, il faut assumer, s'il faut absolument respecter les protocoles, les normes, donc là, dans ce cas-là, on est sur du minimum 6 mois de recherche, c'est-à-dire que pendant 6 mois, on laisse crever les gens et on ne les traite pas. Ce que le professeur Raoul n'accepte pas en tant que praticien, c'est-à-dire que lui, il est là pour sauver les gens, pour soigner les gens, donc basta. Moi, j'essaie de donner le change en essayant de faire des tests, mais voilà, j'arrondis les angles parce qu'il faut que ça passe auprès des organismes, auprès de la communauté scientifique, etc. Mais hop, on pousse le truc. Est-ce qu'il a tort ou raison? Là encore, ça dépend de la perception que l'on a sur la façon de faire par rapport à une urgence. C'est pareil. C'est là tout le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un choix. Voilà, on est en face de cette notion de choix, une décision à prendre avec ses conséquences. Et de ce fait, je pense qu'on est tous amenés à un moment donné dans nos vies à nous dire, je vais faire ce choix-là, mais qui est contraire à l'éthique, qui est contraire à mes principes, qui est contraire à mon idéologie, mais qui, à mon sens, est la solution dans l'immédiat qu'il faut que je prenne. C'est la décision qu'il faut que je prenne si je veux sauver la situation, si je veux tirer un bénéfice, ou si je peux aider quelqu'un, etc. C'est-à-dire, en fait, finalement, revenir à cette notion de consensus. C'est-à-dire savoir faire un consensus par rapport à la situation, par rapport au contexte. Quand on est dans une normalité, on respecte les règles, logique. Mais quand on est dans une situation exceptionnelle, dans une situation d'urgence, où il faut décider, interagir, improviser, ben là, en règle générale, vous avez soit des gens qui, à un moment donné, foncent, tant pis, ça passe ou ça casse, mais au moins, il y a le courage de faire, de décider, d'agir dans le sens au mieux des possibilités et des capacités de chacun, et de ses connaissances et de ses compétences, etc. Moi, je sais que j'ai eu un métier où des fois j'ai été confronté à beaucoup de problèmes et qu'il a fallu à un moment donné que je fasse des décisions, que je prenne des choix. Parfois, je ne respectais pas forcément les règles qui étaient celles de mon métier.
Mais voilà, c'est satisfaire au besoin impératif de résoudre un problème et d'apporter une solution rapide pour que les choses continuent à fonctionner au mieux de ses possibilités. Et des fois, oui, ça oblige d'entraver un petit peu les principes et les règles, les fondamentaux, comme on les appelle. Donc voilà. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, bien, pas bien, positifs, négatifs. Apportez votre pierre à l'édifice dans cette réflexion concernant le professeur Raoul, n'hésitez pas. Et d'ici là, j'espère que le déconfinement s'est bien passé en ce qui vous concerne. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien.